Addiction Rébellion, Société. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons toujours un peu plus. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans Addiction Rébellion, un podcast pour tout connaître de tes addictions, pour t'en libérer et pour les dépasser. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Aujourd'hui, dans Addiction Rébellion, je te propose un épisode de vacances, où pour une fois, on va rester léger. Enfin, je vais essayer. Pour moi, les vacances, ça rime depuis toujours avec lecture, repos, dépaysement et divertissement. Alors voici mon offre du jour. Imagine-toi confortablement enveloppé dans un hamac, laisse-toi bercer tranquillement, je te raconte une histoire. En flânant dans les rayons d'une librairie de Brest, je suis tombée sur un titre de Balzac dont je n'avais jamais entendu parler. Le traité des excitants modernes. Alors plutôt que excitant, on parlerait aujourd'hui de substances psychoactives, voire même addictives. Mais ces mots n'étaient pas employés dans le français du XIXe siècle. Intriguée, tu te doutes bien, je me suis demandé si cet écrit pouvait enrichir Addiction Rébellion. Je l'ai donc lu. Et j'ai bien rigolé. Dans ce court texte paru en 1839, Balzac raconte parfois absolument n'importe quoi. Malgré une plume splendide, évidemment ça reste du Balzac, ce texte est un tissu d'élucubrations toutes plus grotesques les unes que les autres. Et il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit bien d'un traité. En voici un passage édifiant dont je te fais la lecture. Voici le résultat d'une expérience faite à Londres, dont la vérité m'a été garantie par deux personnes dignes de foi, un savant et un homme politique, et qui dominent les questions que nous allons traiter. Le gouvernement anglais a permis de disposer de la vie de 3 condamnés à mort, auxquels on a donné l'option ou d'être pendus, suivant la formule usitée dans ce pays, ou de vivre exclusivement l'un de thé, l'autre de café, l'autre de chocolat, sans y joindre aucun autre aliment de quelque nature que ce fût, ni de boire d'autres liquides. Les drôles ont accepté. Peut-être tout condamné en eût-il fait autant. Comme chaque aliment offrait plus ou moins de chance, ils ont tiré le choix au sort. L'homme qui a vécu de chocolat est mort après 8 mois. L'homme qui a vécu de café a duré 2 ans. L'homme qui a vécu de thé n'a succombé qu'après 3 ans. Je soupçonne la Compagnie des Indes d'avoir sollicité l'expérience dans les intérêts de son commerce. L'homme au chocolat est mort dans un effroyable état de pourriture, dévoré par les vers. Ses membres sont tombés un à un, comme ceux de la monarchie espagnole. L'homme au café est mort brûlé, comme si le feu de Gomorrhe l'eût calciné. On aurait pu en faire de la chaux. On l'a proposé, mais l'expérience a paru contraire à l'immortalité de l'âme. L'homme au thé est devenu maigre et quasiment diaphane. Il est mort de consomption, à l'état de lanterne. On voyait clair à travers son corps. Un philanthrope a pu lire le Times, une lumière ayant été placée derrière le corps. La décence anglaise n'a pas permis un essai plus original. Alors Balzac n'y connaît rien. Le contexte scientifique de son époque est ce qu'il est, et le texte a 200 ans. À ce jour, on ne comprend pas avec certitude la finalité de cet ouvrage, ni ce que Balzac voulait vraiment en faire. Pour autant, par-dessous cette fantasque prose, l'écrivain pose une thèse intéressante. Dans ce traité de 1839, Balzac soutient que toute la société, et pas seulement les individus, va souffrir gravement des problèmes que pose la consommation et la commercialisation massive de substances excitantes. L'introduction de Balzac est parlante, alors je te la lis. La question posée. L'absorption de 5 substances, découvertes depuis environ 2 siècles et introduites dans l'économie humaine, a pris depuis quelques années des développements si excessifs que les sociétés modernes peuvent s'en trouver modifiées d'une manière inappréciable. Ces 5 substances sont: premièrement, l'eau-de-vie ou alcool, base de toutes les liqueurs, dont l'apparition date des dernières années du règne de Louis XIV et qui furent inventées pour réchauffer les glaces de sa vieillesse.
Alors évidemment, c'est complètement faux. Deuxièmement, le sucre. Cette substance n'a envahi l'alimentation populaire que récemment, alors que l'industrie française a su la fabriquer en grande quantité et la remettre à son ancien prix, lequel diminuera certes encore, malgré le fisc qui la guette pour l'imposer. Troisièmement, le thé, connu depuis une 50aine d'années. Quatrièmement, le café. Quoiqu'anciennement découvert par les Arabes, l'Europe ne fit un grand usage de cet excitant que vers le milieu du XVIIIe siècle. Cinquièmement, le tabac, dont l'usage par la combustion n'est devenu général que depuis la paix en France. Alors le thé était consommé depuis bien plus que 50 ans, et avant de fumer le tabac, il est vrai qu'on le chiquait et on le prisait plus qu'on ne le fumait. Balzac soutient que, je lis, tout excès se base sur un plaisir que l'homme veut répéter au-delà des lois ordinaires promulguées par la nature. Moins la force humaine est occupée, plus elle tend à l'excès. La pensée l'y porte irrésistiblement. Autrement dit, Balzac soutient que l'excès de substance est très mauvais et qu'une personne qui n'a rien à faire pour s'occuper la tête et les mains est candidate à l'excès de ces substances. Plus loin, Balzac dénonce différents dégâts, que je cite. « Si les éligibles et les prolétaires qui lisent ces pages croient ne faire du mal qu'à eux-mêmes en fumant comme des remorqueurs ou en buvant comme des Alexandres, ils se trompent étrangement. Ils adultèrent la race, ils abâtardissent la génération, d'où la ruine des pays. Une génération n'a pas le droit d'en amoindrir une autre. » Balzac fait remarquer, je cite encore, la liaison qui existe entre les produits de l'homme et les substances qui peuvent changer les conditions de sa vitalité. Puis, il affirme que les destinées d'un peuple dépendent et de sa nourriture et de son régime. L'eau de vie, dit-il, a tué les races indiennes. Et j'appelle la Russie une autocratie soutenue par l'alcool. Aucun de nos hommes d'État ne sait où va la France par ses excès de tabac, par l'emploi du sucre, de la pomme de terre substituée au blé, de l'eau de vie, etc. S'ensuivent des études de cas où Balzac rapporte des expériences scientifiques inventées et complètement farfelues, censées démontrer sa thèse. Comme son imagination est largement aussi prolixe que sa verve, il produit une logorée presque délirante. Mais malheureusement, la thèse qui nous intéresse, il ne l'étaye jamais vraiment. C'est dommage, car de son vivant, Balzac était un auteur très lu dans les milieux lettrés. Et s'il pouvait prêter sa plume à nos addictologues contemporains, leur message de prévention connaîtrait peut-être une portée plus méritée. Ce que l'on retient donc de l'ouvrage, ce sont les deux affirmations suivantes. L'excès de certaines substances peut gravement nuire à l'individu, voire abréger sa vie, et les sociétés sont irresponsables de produire et de commercialiser ces substances et les responsables politiques d'en favoriser la diffusion. La première affirmation est illustrée de façon rocambolesque, et la deuxième n'est pas développée. Cela fait de ce court traité une production assez singulière et somme toute peu intéressante dans l'œuvre de cet écrivain, célèbre d'ailleurs pour une consommation de café particulièrement excessive, un sacré coup de fourchette, des dépenses et des dettes importantes, et ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui une addiction au travail. Et pourtant, même si notre écrivain défend ses axiomes un peu à la louche, nous avons sur eux 200 ans de recul. Quoique Balzac ne soit pas le premier, et même si d'autres auteurs avant lui s'interrogeaient avec plus de sérieux, Balzac aurait-il posé la bonne question avant même que la science ait les moyens de la formuler correctement ? 200 ans de médecine et d'histoire nous permettent d'apporter des réponses plus fiables que celles de Balzac. Mais quel crédit accordons-nous aujourd'hui aux répercussions des usages individuels sur les sociétés ? Que se passe-t-il quand une société rend massivement disponibles des substances capables de modifier l'état physique et mental des individus ? Est-il pertinent de pointer du doigt le rôle que jouent celles et ceux qui fabriquent et diffusent ces produits ? Aujourd'hui, on ne définit pas une addiction par le simple fait qu'une substance soit seulement mauvaise. On observe d'autres indicateurs, comme la perte de contrôle, les cravings, la chronicité des consommations, la poursuite malgré les conséquences, les phénomènes de tolérance, etc. Balzac n'a évidemment aucun de ces concepts dans leur formulation moderne, mais il observe déjà le phénomène qui les caractérise. L'excès qui cesse d'être un simple plaisir et commence à gouverner le sujet. Pour faire le procès d'une civilisation de l'excès, Balzac adopte un raisonnement extraordinairement simple. L'homme possède une quantité limitée d'énergie,
et les excitants lui permettent d'en dépenser davantage. C'est là que réside leur pouvoir de séduction. Ils permettraient à l'homme de travailler plus, de veiller plus longtemps, de penser plus vite, de supporter les souffrances, de ressentir plus intensément et de produire davantage. Sournoise promesse, car il ne crée pas véritablement l'énergie. Il la mobilise prématurément. Pour Balzac, celui qui use à l'excès de ses excitants emprunte aujourd'hui à la vitalité de demain. Et comme une peau de chagrin, elle se réduit avec le temps jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est une idée qui se rapproche de la représentation moderne de la consommation compulsive. Mais Balzac porte sa question plus loin que l'individu. Que se passe-t-il quand toute une société commence à vivre sous excitants ? Il fait de la consommation psychoactive une question politique et civilisationnelle. C'est dommage qu'il n'ait pas développé ce propos. Un addictologue contemporain approuverait sans doute qu'une consommation peut commencer comme un plaisir et devenir progressivement une contrainte. Il approuverait que l'usage excessif n'est pas seulement une affaire de volonté, qu'une société peut fabriquer les conditions favorables à l'accès, et que l'accès est justement un des problèmes principaux dans ce marasme. Mais il hallucinerait sur le reste de la copie. Si un addictologue devait noter la dissertation de Balzac, il lui mettrait probablement 4 sur 20, avec un commentaire sympa pour le style. Mais si Balzac se trompe sur les mécanismes, il comprend quelque chose de fondamental. Une substance n'est pas seulement une substance. Elle entre dans un marché, une culture, des rituels, des rapports de classe, une économie, une politique, une administration, une certaine conception du plaisir, du bonheur, de la liberté et de la performance. Et ça, c'est extraordinairement contemporain. 187 ans après la parution de cet ovni dans l'œuvre de Balzac, nous avons des données qui confirment certaines craintes de l'auteur. Le tabagisme et la consommation d'éthanol tuent environ 10 millions de personnes chaque année dans le monde. 60% des fumeurs déclarent vouloir s'arrêter sans y parvenir. L'OMS souligne aussi les dégâts causés aux autres et les coûts phénoménaux pour la santé et pour les sociétés. Les chiffres actuels confirment donc que les dégâts ne sont pas seulement individuels. Quant au sucre, on n'a même pas de chiffres. 200 ans plus tard, la recherche patauge encore. Les études contemporaines sur les aliments ultra-transformés, ou gras sucrés salés, visent précisément les comportements alimentaires compulsifs et la food addiction. Et même si de plus en plus de chercheurs et de soignants produisent dans le monde des études et des actions qui révèlent un problème majeur, nous peinons à mettre des mots officiels et à prendre des mesures très conséquentes. La dangerosité se dévoile, mais comment recadrer des centaines d'années d'usage ? C'est exactement le genre de problème qui aurait fasciné Balzac. Aujourd'hui, nous sommes capables de documenter la pollution que la culture des agents sucrants a occasionnée et occasionne encore sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les sols et sur l'eau potable. Et nous sommes en mesure de raconter l'effroyable histoire de l'esclavage, ancien ou moderne, mais nous avons encore du mal à ouvrir les yeux et nous hésitons devant les mesures à prendre. On a beau avoir gagné en rigueur scientifique, on a beau avoir amélioré nos connaissances, le problème semble non seulement intact, mais beaucoup plus étendu qu'à l'époque de Balzac. Je te mets sous l'audio quelques liens vers des documentaires et des livres, si ces questions t'intéressent toi aussi. On peut donc transposer la question de 1839 à notre époque. Que se passe-t-il lorsqu'une industrie apprend à fabriquer des produits extrêmement addictogènes, faciles à consommer, très alléchants, comme les produits gras sucrés salés, bon marché, omniprésents, massivement commercialisés et fortement promus à grand renfort de publicité agressive. On produit des gens malades et une société qui souffre. Une cigarette est certes addictive, mais l'épidémie de tabagisme est née de l'industrialisation, de la fabrication de cigarettes faciles à consommer, à grande échelle, de la publicité, de la banalisation sociale et des stratégies commerciales. Quand l'OMS plébiscite une remise en question des politiques fiscales, quand elle réclame la restriction de la publicité, quand elle défend la prévention et l'aide au sevrage pour lutter contre ce fléau, elle doit faire dire à Balzac « Ah bah il serait temps les gars !» Alors Honoré de Balzac est mort à 51 ans, en fort surpoids, d'une maladie cardiaque sévère, et il s'est dégradé pendant 1 an et demi avant de s'éteindre.
Il souffrait d'un œdème des jambes très important qu'on tentait régulièrement de soigner par des ponctions de liquide. Une de ces ponctions semble avoir causé une infection, puis une gangrène qui a provoqué le décès de l'auteur. Aujourd'hui, on ne sait pas si Balzac est mort de ses excès. Quoi qu'il en soit, si Balzac avait vécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait peut-être montré du doigt avec beaucoup plus de sérieux qu'une société peut devenir malade non seulement parce que ces individus consomment des substances dangereuses, mais parce qu'elle organise elle-même la disponibilité, la banalisation et la rentabilité de ces usages. Et puis parce qu'elle demande à l'individu de se contrôler face à une offre conçue pour être consommée. Et là, on nage en plein XXIe siècle. Observons les problèmes que causent aujourd'hui l'alcool, la nicotine, le cannabis, les opioïdes, les benzodiazépines, le sucre, les aliments ultra-transformés, les boissons énergétiques, les stimulants dits festifs, les nouvelles drogues de synthèse, les jeux d'argent, la pornographie, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les achats compulsifs, les nouveaux outils conçus autour de la captation de l'attention, du réengagement passif, de la promesse de récompense, etc., etc., etc. Ces produits sont récents, mais on ne peut pas dire que la connaissance que nous avons du problème est récente. En France, on trouve même un exemple particulièrement précoce de ce type d'inquiétude. Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller d'Henri IV, relève dès 1596 que l'ivrognerie ruine les familles du royaume depuis plusieurs décennies. Aucune étude fouillée n'a été menée à cette époque, bien sûr, mais cela montre bien que la dimension collective du problème est ancienne et qu'elle était connue. Balzac n'avait donc pas les bonnes fléchettes, mais il avait repéré une cible. Ce petit traité des excitants modernes soulève en moi encore une question. Aujourd'hui, il prête à rire. Ces histoires de suc, de membrane, d'énergie vitale, ces causalités extravagantes, ces certitudes farfelues et autoritaires, ce n'est pas très sérieux. Mais dans 200 ans, quelle lecture nos descendants feront-ils de nos certitudes actuelles ? Dans 200 ans, rirons-nous de notre addictologie ? Probablement, mais où sommes-nous naïfs ? Quelles évidences actuelles feront sourire nos enfants ? Pouvons-nous faire confiance à toutes nos certitudes ? A priori, oui, puisque désormais elles s'appuient sur des études. Pourtant, on entend encore chaque jour des énormités assénées comme des vérités, telles que la dopamine est l'hormone du plaisir, alors que la dopamine n'est pas une hormone et qu'elle ne code pas le plaisir. Ou il faut beaucoup de volonté pour s'en sortir. On n'a toujours pas établi de différence lexicale claire entre addiction, dépendance, habitude, plaisir, et on confond tout. On n'a même pas de définition universelle de l'addiction. Il y a encore beaucoup de brouillard au sol. Alors aujourd'hui, on ne cantonne plus l'addictologie aux seules drogues légales et illégales. On observe d'autres usages. Mais qu'en est-il du sucre, des aliments ultra-transformés, de la violence, de la course à l'argent, à la célébrité, à la domination, au pouvoir ? Nos données sont-elles sûres ? Nos outils d'observation sont-ils fiables ? Sont-ils complets ? Est-ce que nos connaissances actuelles sur nos neuromodulateurs feront sourire un addictologue en 2226 ? Est-ce qu'il se demandera comment on a pu croire que l'on pouvait expliquer et soigner une addiction sans prendre en compte la biographie, les relations intrafamiliales, l'éducation, les violences commises sur les plus fragiles, l'environnement commercial, familial, les inégalités sociales, les failles de la justice, le sens donné à la vie ? Que pensera-t-il de notre système de prise en charge qui ne favorise pas l'accès aux soins, qui laisse les malades livrés à leurs propres ressources ? Comment continuer l'exploration si nous ne nous en donnons pas les moyens ? Que nous reste-t-il à découvrir qui viendra confirmer, invalider ou améliorer nos connaissances et la qualité de prise en charge de cet écrasant problème ? Bien heureusement, la démarche scientifique a progressé et aujourd'hui, on essaye de ne rien affirmer sans le vérifier plusieurs fois. Bon, la vraie communauté scientifique sérieuse tend au moins vers ça. Et tant qu'elle ne subit pas de pression ou de manipulation, elle produit un récit valable. Mais il semble que pour traiter un problème aussi épineux que l'addiction, on se heurte à une situation sans précédent que Balzac avait vu venir. On ne peut pas se contenter de cibler l'individu,
ni même la substance. Il faut embrasser une recherche plus vaste. Il faut croiser les travaux des soignants et des scientifiques avec ceux des sociologues, des historiens, des philosophes, des urbanistes, des juristes, des politologues, des législateurs, des économistes, des journalistes. Et avec l'expérience des éducateurs, des garants de l'ordre, des usagers, des victimes et de leurs proches, des citoyens, des artistes et des observateurs en tout genre. Aujourd'hui, nous lisons Balzac avec supériorité parce que nous savons que ses explications physiologiques sont fausses. Mais nous sommes peut-être dans la même situation que lui. Nos données et nos outils sont meilleurs, mais nous aussi, nous peinons à nous orienter. Et nous ne savons pas quelles questions de notre époque survivront à notre science. Voilà, chère auditorice. Personne ne comprend vraiment ce qui a pu motiver notre illustre Balzac à commettre un tel texte. Mais avec l'appareil intellectuel de son époque, il semble avoir compris que l'addiction ne peut pas être séparée de la modernité économique et sociale. Sa question de 1839 rencontre directement la nôtre en 2026. Au café de Balzac s'est ajoutée la boisson énergétique. Le tabac qui se chiquait ou qui se prisait est devenu cigarette électronique, sachet de nicotine, snuff, puff, cigarette industrielle. L'alcool est devenu une industrie mondiale de la philosophie du One Life. Le sucre est devenu une composante d'un environnement alimentaire industriel hyper agressif. À côté de ces substances presque ancestrales, 1000 autres substances plus nocives, plus addictives et plus dangereuses sont apparues et apparaissent chaque jour. Nous avons ajouté 1000 nouveaux outils raffinés pour capter et monétiser l'attention et la compulsion. Notre époque pourrait s'appeler « Les excitants modernes, volume 2 ». Balzac était-il naïf parce qu'il croyait que 5 substances allaient épuiser l'humanité ? Ou sommes-nous naïfs parce que nous croyons pouvoir enrayer un problème civilisationnel d'ampleur mondiale en le renvoyant à la responsabilité des usagers ou de leurs parents, ou en le confiant à nos seuls médecins, ou pire, à nos seuls policiers, sans refonder le système qui fabrique le problème. Le temps est peut-être venu de produire un effort social et de nous interroger tous ensemble. Je cite encore Balzac, qui déplore qu'en perdant la solidarité, la société a perdu cette force fondamentale que Montesquieu avait découverte et nommée l'honneur. Elle a tout isolé pour mieux dominer. Elle a tout partagé pour affaiblir. Elle règne sur des unités, sur des chiffres agglomérés comme des grains de blé dans un tas. Nous ne sommes pas des chiffres ni des grains de blé. Nous sommes des forces agissantes, des forces en mouvement. Dans la saison qui vient, je vais tenter de réunir des experts d'univers différents afin d'encercler le plus largement possible cette problématique pour en éclairer les angles morts. Car comme le dit un proverbe éthiopien, les toiles d'araignée réunies peuvent ligoter un lion. Il y a des gens passionnants qui tissent de jolies toiles et j'aimerais te les présenter. N'hésite pas à faire des commentaires, si tu écoutes sur une plateforme qui te permet de le faire, ou à poser des questions à l'adresse qui figure sous l'audio. Et si tu n'as pas envie d'écrire un commentaire, tu peux poster une fleur, un cœur, un bisou, parce que c'est tout tenant. Pense à liker, à t'abonner, à partager si tu penses que ce travail peut aider des personnes autour de toi. Sache que sur Addiction Rébellion, tu trouveras une méthode pédagogique en 15 épisodes pour comprendre ton addiction et pour t'en défaire définitivement. Et beaucoup d'autres matières à penser. Alors je te donne rendez-vous lundi prochain ? D'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.